It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed, bumped his head, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Je vous rappelle le principe rapidement. Durant le mois d'octobre, tous les dimanches à 10h, je vais vous poster une histoire mystérieuse, un petit peu d'horreur, un petit peu terrifiante selon les semaines. Je vais vous demander de mettre pause et vous allez à ce moment-là essayer de me donner votre explication à l'histoire. Ensuite, je vous donnerai bien sûr tous les détails et toutes les explications possibles, en tout cas que j'ai pu retrouver par rapport à cette histoire-là. Et puis, vous pourrez vérifier si vous aviez bon ou pas, tout simplement. C'est une histoire plutôt récente puisqu'elle date de 2014-2015. Elle est plutôt très connue, en tout cas pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce type d'histoire. Mais elle est quand même peu connue, je trouve, du grand public. En tout cas moi j'en avais jamais entendu parler avant que je m'y intéresse justement pour faire cette vidéo. Donc si vous la connaissez, je pense que vous allez très vite reconnaître un petit peu de quelle histoire je vous parle, avec quelques petits détails qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Mais elle est tellement glauque. Quand j'ai lu l'histoire, j'étais genre oh, que je pouvais pas ne pas vous la raconter quoi. C'est donc l'histoire d'une mère et sa fille qui vivent à deux dans un petit pavillon rose dans la ville de Springfield dans le Missouri. Et franchement au début de mes lectures j'étais genre où est le problème? Pour l'instant tout se passe bien. Et après, le glauque, l'horrible arrive. La mère s'appelle Didi et à l'époque des faits elle avait 48 ans. Alors c'est une femme un peu corpulente qui porte toujours des couleurs très vives. Elle est adorée dans le quartier. On la considère comme une mère vraiment dévouée aux autres. Elle se fait des amis super facilement. On parle d'elle comme quelqu'un de vraiment très généreux, qui donne son temps, qui donne son argent. En tout cas le peu qu'elle a, elle donne vraiment et elle se dévoue aux autres. Et d'ailleurs à l'époque elle ne travaillait pas. D'ailleurs elle n'a jamais travaillé puisqu'en fait elle vouait entièrement son temps au fait de prendre soin de sa fille qui était gravement malade, qui avait vraiment beaucoup de problèmes de santé et qui en plus vivait en chaise roulante. Sa fille s'appelle Gypsy, elle est toute menue, elle mesure à peu près 1m50, elle avait un petit visage tout rond avec des grandes lunettes, elle était très pâle et plutôt maigre quand même. On voyait que ses dents s'effritaient, elle était nourrie par une sonde, bref, de manière générale, elle avait un physique qui faisait comprendre qu'elle était pas totalement en pleine forme quoi. Et d'ailleurs la liste de problèmes de santé et de maladies qu'elle a est hyper longue et c'était comme ça depuis sa naissance. Visiblement tous ses séjours à l'hôpital, les nombreuses maladies auxquelles elle a dû faire face, etc. Bref, tous ces problèmes de santé là ont malheureusement laissé des séquelles puisqu'elle parlait de manière plutôt infantile. Sa mère disait d'ailleurs qu'elle avait l'âge mental d'une jeune fille de 7 ans alors qu'elle était adolescente. À l'époque des faits elle allait avoir 18-19 ans. Sa mère disait qu'elle n'arrivait pas à suivre le niveau des autres enfants de son âge à l'école, etc. Et donc c'était assez compliqué. Elle portait d'ailleurs tout le temps des chapeaux, des perruques, elle adorait s'habiller en princesse. En tout cas c'est l'image que donne sa mère en fait tout simplement. Et la mère et sa fille, donc Didi et Gypsy, partageaient vraiment une relation très spéciale, super forte, elles étaient inséparables, elles étaient tout le temps à deux, elles faisaient tout à deux. Et très vite elle se crée une amitié réelle avec la voisine juste en face, qui est une mère célibataire avec ses 4 enfants, qui s'appelle Amy Pinegar. Et donc Didi elle a fini par se sentir en confiance avec cette femme, elle finit par se livrer à elle, expliquer tout son parcours, son histoire plutôt triste et tragique parce qu'elle a vécu vraiment une enfance difficile, une vie difficile. Elle raconte que sa famille en fait leur a tourné le dos, que son père, donc le grand-père de Gypsy, se moquait d'elle et maltraitait sa petite fille qui était handicapée, que le propre père de Gypsy, donc son ex-compagnon, n'avait jamais donné un centime pour Gypsy, que c'était un alcoolique, qu'il se moquait d'elle et qu'il se moquait même des Jeux paralympiques, qu'il les dénigrait. Bref, c'était vraiment très compliqué et que donc elle a décidé de fuir pour s'occuper de sa fille et pour lui offrir la meilleure vie possible en dehors de toutes ces mauvaises énergies quoi. Jusque là, vous allez me dire tout va bien. Mais le destin des deux femmes va basculer totalement le 14 juin 2015. Soudainement, le compte Facebook de Didi affiche un nouveau post Facebook écrit qui dit "The bitch is dead". Je vais vous passer l'insulte, c'est la traduction de l'insulte, mais en gros ça veut dire insulte est morte. Et le post est encore actif aujourd'hui, on voit vraiment des commentaires de ses amis Facebook qui au début visiblement prenaient ça plutôt pour une blague, à la rigolade, on se demande un petit peu si elle s'est pas fait troller, si elle s'est pas fait pirater. Et puis au fur et à mesure, les gens commencent à se dire c'est bizarre, est-ce qu'on commencerait pas à se poser des questions autour de ce post là qui est assez douteux. Et pendant qu'il y a une discussion des amis Facebook dans les commentaires directement, il y a un autre commentaire qui survient et qui dit "J'ai balafré cette grosse truie et violé sa mignonne fille innocente, elle a gueulé tellement fort, lol." À ce moment-là, il y a l'une des voisines qui s'appelle Kim qui décide d'appeler Didi pour voir
si tout va bien et pour se rassurer tout simplement, elle ne répond pas. Donc elle en parle à son mari qui s'appelle David dit bah écoute on va prendre la voiture et on va voir directement chez elle, on va sonner et voir si elles vont bien. Ce qu'ils font, mais à l'arrivée devant la maison, c'est déjà la foule. Tous les voisins sont là, sont inquiets, se posent des questions, et en fait les vitres avaient une sorte vous avez genre des autocollants qui font qu'on peut pas vraiment voir à l'intérieur, donc en gros c'était vraiment impossible de déceler s'il y avait de la vie à l'intérieur et si tout se passait bien et normalement ou pas. Ils essayent de joindre les deux mais ils n'y arrivent pas, mais c'était pas la première fois que ça arrivait puisque tout simplement ça arrive très souvent qu'elle partait pour un rendez-vous médical urgent et qui était imprévu et que du coup à ce moment-là elles étaient injoignables et donc du coup tout le monde se demande si ça serait peut-être pas ça. Sauf qu'à ce moment-là, Kim remarque que dans l'allée de la maison tout simplement il y a la camionnette de Didi qui servait à transporter toutes les affaires et surtout le fauteuil roulant, en tout cas les différents fauteuils roulants de Gypsy. Donc ça paraît déjà improbable à ce moment-là. Donc première réaction, Kim décide d'appeler les secours. Sauf que la police ne pouvait pas rentrer sans mandat, du coup ils acceptent que David rentre juste par la fenêtre pour regarder vite fait si tout va bien et s'il y a des signes d'agression par exemple. Sauf que quand il rentre, bah non seulement tout est normal, c'est-à-dire que la clim est à fond, les lumières sont éteintes, il n'y a pas de traces de cambriolage ou bien d'agression, d'attaque, il n'y a rien qui a bougé. Du coup ils commencent tous à s'inquiéter en pensant surtout à Gypsy et à la condition dans laquelle elle est puisque c'est une personne assez vulnérable due à son handicap et à ce moment là personne ne sait ce qu'il se passe ni où elles sont. Donc ce que décide la police c'est de vite entrer une demande pour avoir un mandat pour pouvoir rentrer dans la maison et vérifier le plus vite possible donc en urgence, mais ils le reçoivent que à 22h45 et à 22h45 quand ils vont dans la maison c'est le drame. Ils retrouvent Didi morte dans sa chambre, qui a été poignardée et qui est donc décédée depuis plusieurs jours et qui est littéralement dans un bain de sang. Et Gypsy est toujours introuvable. Mais il est la venue de Alia, qui est la fille de Amy, donc Amy qui est la voisine proche de Didi qui était devenue copine et qui habitait juste en face. L'une de ses filles a 23 ans et elle était devenue plutôt copine, un petit peu une sorte de grande sœur pour Gypsy. Elle se souvient d'une information qui pourrait aider la police et les recherches à retrouver Gypsy, puisqu'en fait Gypsy avait un petit ami secret rencontré sur internet qui s'appelle Nicolas, et c'est Gypsy qui lui avait raconté un peu comme une confession à une grande sœur quoi, et c'était en fait via un faux compte Facebook puisque Didi ne quittait jamais Gypsy et que donc c'était impossible de se confier sans que sa mère le sache. Ce petit ami s'appelait Nicolas, donc Nick. Il s'en foutait totalement qu'elle soit en fauteuil roulant. Pour lui, c'était pas important. Ils étaient amoureux, ils discutaient énormément. Ils avaient déjà des plans d'avenir. Ils avaient parlé mariage. Ils souhaitaient s'épouser le plus rapidement possible. Ils avaient déjà choisi les prénoms des enfants, etc. C'était vraiment un amour très très fort, mais à distance. Et quand elle a appris ça, Alia était un peu inquiète pour Gypsy parce que Didi arrêtait pas de répéter en fait que sa fille avait l'âge mental d'un enfant de 7 ans, sauf qu'à 7 ans s'intéressait à une relation amoureuse et donc qui implique aussi des relations sexuelles, c'est assez bizarre. Elle pensait déjà à l'amour et il faut savoir qu'en fait en réalité elle avait 18 ans et pas 7, mais du coup c'était une sorte d'incohérence qui l'inquiétait un petit peu parce qu'elle se disait peut-être qu'elle est juste naïve et qu'elle se fait avoir, et donc Alia était un petit peu inquiète par rapport à ça pour Gypsy. Surtout qu'à l'époque elle parlait vraiment de sa relation comme un conte de fées. Et donc après avoir raconté ces infos là à la police, ils ont réussi à retracer l'IP des conversations avec ce fameux Nick, ce fameux Nicolas qui vivait dans le Wisconsin. Les policiers ont décidé d'aller lui rendre visite pour essayer de lui poser des questions, essayer de trouver Gypsy, et quelle surprise en arrivant de voir Gypsy avec Nick dans le Wisconsin, sans fauteuil roulant puisqu'elle l'avait même pas emmené et elle était sans fauteuil roulant depuis des jours complets, qui paraissait en pleine forme. Alors en plus de ça elle avait des cheveux, ils étaient courts oui mais elle était pas chauve comme quelqu'un de très malade qui perd ses cheveux à cause des traitements, ce que tout le monde avait pourtant cru pendant des années. Donc elle est là, elle marche alors que tout le monde croit qu'elle est en fauteuil roulant, ses muscles apparemment n'avaient aucun problème, elle avait emporté aucun médicament, elle avait pas de caisson d'oxygène, elle avait pas de sonde pour se nourrir, elle parlait correctement et avec même un vocabulaire assez riche visiblement, donc rien à voir avec la Gypsy qu'on connaissait comme quelqu'un de très malade, avec un déficit mental, en fauteuil roulant depuis toujours, et donc avec toute cette empathie à la limite de la pitié en fait qu'elle recevait de la plupart des gens. Là, avant que je vous donne l'explication réelle de cette affaire, je vais vous demander de faire pause et de me dire en commentaire, maintenant que vous avez tous les personnages concernés qui ont été cités et qui sont donc concernés par les faits, à votre avis, qui a tué Didi et pourquoi ? L'explication est simple mais
horrible à la fois. Je vais déjà vous donner l'auteur du meurtre, et puis je vais vous expliquer le cheminement qui l'a mené à cet assassinat. La fameuse nuit du 14 juin 2015, Gypsy a en fait attendu que sa mère soit endormie pour téléphoner à Nick et lui demander de la rejoindre chez elle. Une fois qu'il est arrivé, en fait il faut savoir que ça faisait déjà 1 an qu'il préparait l'assassinat de Didi. Il faut savoir qu'en fait elle lui avait raconté son histoire, ce qu'elle subissait, elle lui a demandé de l'aider. C'est comme ça qu'elle a réussi à le convaincre en fait de participer à cet acte. Elle s'est cachée dans sa chambre pendant qu'elle a demandé à Nick d'aller poignarder sa mère, donc Didi. Nick est allé poignarder 17 fois Didi en la laissant là, dans un bain de sang, et ils sont repartis chez Nick. Alors pourquoi elle a accepté de l'aider, et surtout qu'est-ce que je veux dire par ce qu'elle subissait, son histoire? Eh bien en fait, l'enfant handicapé qu'on voyait en Gypsy était totalement une imposture. Rien n'était vrai. En fait, c'est sa mère qui l'avait forcée au fil des années à vivre de cette manière et à faire croire qu'elle avait subi toutes ces maladies. Au point qu'elle-même y croit, et elle-même croit être une enfant handicapée et très très malade jusqu'à peu près ses 18-19 ans, justement quand elle a commencé à avoir des gros doutes et à se poser des questions sur sa condition elle-même. Et en fait, le père de Gypsy, que Didi avait décrit comme une personne absolument exécrable, était un homme plutôt classique, on va dire. Il avait de l'humour, il était attachant, apparemment c'était un homme assez droit, on va dire, qui en fait s'était mis en couple avec Didi quand il avait 17 ans, elle en avait 24. Elle est tombée enceinte, ils ont décidé de se marier et puis il s'est rendu compte qu'en fait il n'était pas amoureux d'elle et qu'il ne l'épousait pas pour les bonnes raisons, donc il a décidé de la quitter. Ils sont restés encore en bons termes quelques temps jusqu'à ce qu'elle accouche. Ils ont décidé ensemble d'appeler leur fille Gypsy. Malheureusement, c'est là que l'histoire est partie en cacahuète. C'était un bébé totalement en bonne santé à la naissance jusqu'à ces 3 mois où Didi était persuadée qu'elle faisait de l'apnée du sommeil et qu'elle allait un jour s'étouffer en dormant. Donc Didi a commencé à l'emmener à l'hôpital, à faire des batteries de tests, et même si les médecins ne trouvaient rien, eh bien elle était persuadée au point qu'elle réussissait à convaincre les médecins des différentes maladies de sa fille, jusqu'à ce que les médecins se disent une mère ne peut pas mentir là-dessus, ce n'est pas possible, on va lui prescrire des traitements. C'est comme ça qu'en fait elle a réussi à trouver des traitements et à se faire prescrire des traitements assez lourds et même des opérations chirurgicales pour sa fille, alors qu'aujourd'hui on est persuadé que la plupart en tout cas n'étaient absolument pas indispensables et même utiles finalement. Et du coup ce père qu'elle disait comme totalement non investi dans la vie de Gypsy, en fait il faut savoir qu'il essayait de garder des contacts jusqu'à ses 18 ans. Il continuait de verser 1 200$ de pension alimentaire pour aider Didi à payer tous les soins de santé de Gypsy parce qu'il pensait sincèrement que sa fille était malade puisqu'il l'avait toujours vue en chaise roulante. Elle enchaînait les visites chez les médecins, les batteries de tests, les traitements, les opérations et vraiment en fait tout ça était totalement imaginé par Didi. Mais en fait son but c'était totalement de profiter de l'empathie, de la pitié des gens et surtout attirer l'attention. Parce que du coup elle a bénéficié d'une maison totalement équipée, elle a fait la une de plusieurs journaux, elle a bénéficié de l'empathie des gens, de certains dons. Elle disait à tout le monde d'ailleurs qu'elle ne touchait rien de la part de Rod, donc du papa de Gypsy, alors qu'elle touchait 1 200$ par mois juste de pension alimentaire. Son père continuait carrément à lui envoyer très fréquemment des cadeaux, mais que Gypsy n'a jamais vu puisque Didi lui faisait croire qu'elle était plus jeune que ce qu'elle était d'ailleurs, au-delà du entre guillemets déficit mental qu'elle lui faisait croire aussi. Alors il faut savoir que quand elle a été arrêtée, quand on lui a demandé son âge, elle a dit qu'elle avait 19 ans. Mais en vérifiant son certificat de naissance, on a remarqué qu'en fait elle avait 23 ans. Et c'est comme ça que quand elle avait 18 ans, eh bien elle pensait sincèrement avoir 14 ans, que sa mère le disait à tout le monde et que donc elle la faisait passer pour beaucoup plus jeune que ce qu'elle était. Mais c'est à un point où Didi la forçait depuis toujours à se déplacer en fauteuil roulant, en lui disant qu'elle allait se fatiguer, qu'elle allait se blesser. Elle la forçait à se nourrir par une sonde, à prendre des médicaments, à tire-larigot, des traitements super lourds, jusqu'au jour où Gypsy a commencé à se poser des questions et s'est rendu compte de cette supercherie environ vers ses 19 ans. Donc quand elle pensait en fait en avoir environ 15, donc il lui a fallu 4 ans jusqu'à ce qu'elle prenne vraiment conscience de ce que sa mère lui avait fait subir et qu'elle passe à l'acte à ses 23 ans, mais quand elle pense en avoir 19. C'est compliqué tout ça. Et si elle a mis autant de temps à se rendre compte que tout ça a été faux, donc jusqu'à ses 18-19 ans, parce qu'en fait elle avait pas les muscles atrophiés puisqu'elle marchait entre deux, ça lui arrivait de marcher, de faire du sport chez elle, donc en fait elle avait pas les jambes aussi fines, même si elle était très maigre parce qu'elle était très peu nourrie et elle était clairement maltraitée, elle avait pas les jambes aussi maigres et atrophiées qu'une personne en chaise roulante qui ne peut pas marcher, puisqu'alors ses jambes ne fonctionnent plus, puisque là ses jambes fonctionnaient et elle pouvait encore les utiliser. D'ailleurs c'est ça qu'elle a dit ensuite lors de son procès, elle disait qu'elle en voulait un petit peu au médecin parce que personne
aucun médecin qu'elle a rencontré dans sa vie ne s'est demandé pourquoi ces jambes n'étaient pas aussi fines et ne s'est vraiment posé de questions sur son dossier médical et sur comment ça se faisait qu'elle ait autant de problèmes. Mais du coup, à cause de tout ça, en fait, rien ne lui laissait croire et ne lui laissait penser que ça pourrait ne pas être vrai. C'est pour ça qu'elle y a cru dur comme fer durant toute sa vie jusqu'à ses 19 ans à peu près. Pour tout ce qui est l'histoire du procès, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Je vous ai mis tous les liens de mes sources, il y a des articles complets avec tout le détail de comment s'est passé le procès. Moi c'était pas l'histoire que je voulais vous raconter, mais en gros, à cause de toutes ces circonstances qui sont clairement plus qu'atténuantes, le juge a décidé de la condamner à la peine minimum, c'est-à-dire 10 ans. Si je peux dire quelque chose, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'elle a l'air totalement résignée en fait de sa situation. Elle dit qu'elle se sent plus libre en prison que ce qu'elle était auprès de sa mère et elle dit carrément ça me fait du bien, j'ai été élevée pour faire ce que ma mère me disait et ce qu'elle me disait de faire ce n'était pas bien. Donc elle a totalement conscience maintenant de ce qui lui est arrivé, même si dans ses premiers mots, dans ses premiers mois et même premières années d'explication et de prise de conscience de ce qui lui est arrivé, quand elle en parlait, elle avait quand même encore un certain amour pour sa mère et une certaine tendresse même pour sa mère malgré tout ce qu'elle avait subi tout simplement durant toutes ces années. J'espère que c'est assez clair pour vous et j'espère surtout que ça vous aura plu ce petit format où je vous laisse réfléchir à la solution et puis ensuite je vous explique la réalité de l'histoire. Moi c'est une histoire qui m'a touchée parce que je trouve ça complètement dingue que en effet, comme elle le dit, personne du personnel médical n'a pu se poser de questions sur le fait qu'elle n'ait peut-être pas besoin de sonde pour se nourrir, que ses jambes n'étaient pas atrophiées, tous ces détails là qui devraient donner la puce à l'oreille. Mais donc voilà, je trouvais que c'était une histoire assez forte avec le côté mystérieux et le côté un peu terrifiant ici, c'est même plus sur ce qu'elle a vécu plutôt que sur la mort en elle-même, même si c'est très violent, elle a subi 17 coups de couteau, elle s'est fait poignarder 17 fois, mais c'est pour ça que je me suis beaucoup plus attardée sur l'histoire en elle-même. On se retrouve du coup dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle histoire terrifiante, une nouvelle histoire d'horreur. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, c'est important pour les notifications. Et d'ailleurs, si c'est déjà fait mais que vous ne les recevez pas, eh bien désactivez et réactivez et choisissez bien le fait de recevoir toutes les notifications qui viennent de ma chaîne. N'hésitez pas à la partager autour de vous et n'hésitez pas aussi à me donner des liens ou des noms d'histoires. Donnez-moi tout ça en commentaire s'il y a une histoire en particulier dont vous avez envie que je parle tout simplement. En tout cas, moi ce format m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup expliquer des histoires comme ça, donc j'espère que ça vous plaît. Prenez vraiment soin de vous, bon mois d'Halloween, bon mois de l'horreur, et on se retrouve bientôt. Ciao!